On est lundi le 2 décembre. Bienvenue en prenant votre café. Vous magasinez en fin de semaine. Mais quel week-end de fou chez nous. On va vous parler de ça. On va. Je suis tout seul. Ça a l'air qu'Uber était supposé remplacer les autos. Pas qui a inventé ça. Il y a une nouvelle bière qu'on vient d'annoncer. Ça me surprend. Une nouvelle bière en décembre. Vous l'avez sûrement vu passer. Comment la Chine est devenue le plus grand exportateur d'autos dans le monde? Parce que c'est ça le cas. Semblerait qu'on est dans un vibe session et il semblerait que c'est pas mal vrai. J'ai des chiffres. Bon, tout le monde les a. Mais je vous en parle du Black Friday. Le rêve sur Saint-Denis. C'est bon ou c'est pas bon? On va parler de tout ça, des condos invendus. Des ponts, un pont en aluminium. J'ai jamais pensé à ça parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Au Québec, il y en a un. Au Saguenay. Yellstar, connaissez-vous ça? On va parler de ça. Nos échanges avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on transige le plus aux États-Unis, province par province? Ben, j'ai un graphique pour vous autres. Et je vous montre l'évolution du hot potato, la façon d'investir dans 4 fonds différents. C'est assez fou. Javier Milei de l'Argentine, que j'aime beaucoup, ben, il parle des fonctionnaires et c'est pas fou. Vous allez voir qu'il n'est pas complètement fou. À temps plein. Colette, le courrier de Colette, ben il en parle de Colette, c'est l'ancien Google, on va jaser de ça. Ben, bon matin ou bon après-midi. Vous êtes plusieurs aussi à m'écouter en après-midi. L'autre jour, j'ai fait un live samedi. Et en faisant de la barbe à papa, je vous jasais. Vous pouvez voir, le live est là. Et je demandais aux gens, est-ce que vous êtes abonnés? Puis il y a plusieurs qui disent, non, je vais t'écouter, mais je suis pas abonné. Ça fait une grosse différence. Merci de le faire. C'est une énorme différence. Quand vous vous abonnez, YouTube, il pense que je suis un gars intéressant à écouter. Puis après ça, il le présente à plus de monde. C'est comme... un deal qu'on a entre vous et moi. Mais je vous aime pareil, même si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes en train d'écouter ça. YouTube aime ça aussi. Quel week-end qu'on a eu, quand même. On a eu tout un bon week-end. Merci de nous faire confiance. Et moi, je ne suis pas dans la vente à pression. Hein? Je veux pas que vous achetez mes affaires parce que je vous dis de l'acheter. On est dans la bouffe, on est dans le savon, on est dans les shampoings, des cosmétiques. Et donc, on n'a pas eu de prix pour tout le week-end du Black Friday parce que nos prix sont déjà bas, mais c'était le week-end parfait pour être en direct le plus longtemps possible pour vous expliquer notre stratégie. Et c'est important et ben, je dirais que ça a fonctionné, mais il faut le faire encore plus à l'année, comme si je ne passais pas encore assez de temps en live. C'est comme ça. Tu veux être en affaires, tu vas avoir un commerce en ligne, ben, tu es derrière le comptoir de ton magasin général et tu dois t'occuper des gens qui veulent venir acheter. Puis des fois, dans ton magasin général, tu es tout seul. J'en ai vu des lives, là, qui travaillent fort. J'en ai vu une fille, là, ben, j'attends les commandes, ben, si vous commandez, hey, ça, c'est épouvantable, mais bravo. Elle l'a fait pendant 4 heures à demander des commandes. Elle en a eu quelques-unes, là. J'ai pas regardé pendant 4 heures, mais je revenais régulièrement. Et bravo. Ça, là, ça demande du courage en tabarnouche, hein. Ça a l'air que Uber, quand c'est sorti, là, on nous avait mis dans la tête que c'était pour remplacer les autos. Tout le monde était pour avoir un auto. Mais ça a l'air que c'est pas vrai. C'est que Uber remplace le transport en commun. Ben voyons. Y a-tu quelqu'un vraiment qui a pensé que c'était pour remplacer les autos? Uber, là, parce que dans la presse, il en parle, mais l'article est pas bon, faut se le dire, là. Uber, là, est venu régler un problème dans l'industrie du taxi. Quel était ce problème-là mondialement? Les quotas. Partout, les taxis avaient un quota et la seule chose qui intéressait le chauffeur de taxi, c'était pas de vous offrir un bon service, une belle auto, avoir la carte de crédit. Non, c'était de voir la valeur de son quota augmenter. C'était ça que Uber est venu régler, redonner un service adéquat, qu'on soit capable de payer, de voir si notre chose arrivait, notre taxi arrive. Il n'y avait pas de technologie. Donc, c'était à l'ancien temps, t'appelais, on va arriver dans 45 minutes. Tu sais, c'était désuet parce que la seule chose qui les intéressait, c'était d'avoir payé cash pour pas payer d'impôts et surtout
voir la valeur de leur quota augmenter, ce qui avait aucun sens. Oups, là, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez. Donc, voilà, c'est ça qu'Uber est venu régler. Pas venu, il n'était pas supposé remplacer les autos. Là. Ça, s'ils vous ont dit ça, Uber, là, c'était juste pour avoir de l'air brillant. Mais si un journaliste qui a cru ça, il est naïf. Ouf, je m'améliore. Avez-vous vu passer ça? Je vois ça passer partout. Quand on ouvre la presse, ben, il y a de la pub. Et un peu partout aussi sur les réseaux sociaux, la bière Madrid. Je trouve ça spécial qu'on nous vende une bière au mois de décembre. Ça ressemble à mettons, des problèmes techniques. Ça devait être lancé au mois de juin et au mois de mai, puis ça n'a pas marché. Puis là, on dit, ben écoute, on va le sortir au temps des fêtes parce que là, on est là. Des problèmes de canettes, des problèmes de libellés, des problèmes de préparer l'équipe marketing. Ça semble être un problème. C'est pas normal de sortir une bière au mois de décembre, une bière de Madrid. Je vais goûter, peut-être. Alors qu'on a beaucoup de bières québécoises ici, c'est Molson Coors qui est derrière ça. Donc, ça me surprend. Ça me surprend parce que c'est pas comme si on sortirait une Corona ici, parce qu'on va dans le sud, on la boit. Là. Je pense pas que grand monde connaissait la bière de Madrid. Donc, je trouve ça drôle un peu comme publicité et l'importance de faire ça au mois de décembre. Ça semble être une erreur, de plusieurs erreurs qui fait qu'ils l'ont pas sorti durant l'été. Normalement, c'est là que les gens boivent plus. Ben, ils boivent aussi au mois de décembre, là. Mais est-ce qu'on va boire une bière de Madrid? Le lien avec l'Espagne n'est pas si fort que ça non plus, là. Moi, j'aime bien l'Espagne puis l'Italie, là. Moi, je suis quelque part entre les deux. Hein? J'aime la paella, j'aime le risotto, j'aime le panettone. Samedi soir, Mathieu et moi, on a mangé un panettone. Le nôtre, là. On a une seule sorte. Érable et chocolat doré. Sincèrement, ça n'a pas de bon sens. On fait des maudits bons produits et j'en bavais tellement qu'il était bon. Donc, pas mal fier, mais je suis surpris un peu de la bière de Madrid. La Chine, je vous montre un graphique. Comment la Chine est devenue un des plus grands exportateurs. J'ai tellement hâte de vous montrer Hot Potato tantôt. Là, vous allez capoter. Capoter mes rêves. Hot Potato, qui est une stratégie d'investissement, hein, qui est pas, c'est pas un indice, là. La Chine est devenue le plus grand exportateur d'auto dans le monde. En 2020, il était égal à peu près aux États-Unis. Les États-Unis n'exportent pas beaucoup d'auto. Hein. La Corée du Sud, oui, l'Allemagne, le Mexique, le Japon. Et là, maintenant, la Chine dépasse tout le monde rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont modernisés. Il n'y avait pas beaucoup... La Chine s'est enrichie. Donc, ils ont commencé à produire des autos. Les gens voulaient avoir des autos en Chine. Et ils en ont produit plus que prévu parce qu'il y a eu une récession en Chine. Donc, ils se sont virés de bord et ils ont commencé à exporter. Comment ils sont capables d'offrir des autos à moindre coût? Ben, ils en font beaucoup. Ils se sont automatisés. Au lieu de faire des plans, comme dire en anglais, là, des usines à l'ancien temps avec des gens qui travaillent dedans, ils ont fait des usines presque 100% automatisées. Et sont capables d'en sortir beaucoup plus à prix rabais. Même avec les tarifs qu'on met partout, là, ils continuent à augmenter leur production. Ils continuent à s'automatiser. Les prix descendent de plus en plus parce que toute la technologie s'améliore et ils n'ont pas de main-d'œuvre, presque pas de main-d'œuvre pour travailler dedans. Donc les excès, ils les ont sortis. C'est fou, là. Decades of investment in electric cars pay off. Électrique véhicule, 1,7 million en Chine. 50% de tout le marché mondial leur appartient. Quand même, hein? C'est l'Europe, le premier marché. L'autre pays, c'est l'Asie du Sud, l'Indonésie, le Thaïlande. Also export a fast growing of plug-in hybrides, des hybrides vraiment. Et ils envoient des autos à essence parce qu'ils en ont beaucoup ici à discount. Parce qu'ils en ont trop puis ils sont plus rendus là. Donc, c'est fantastique de voir qu'en à peine 4 ans. Et c'est ça qui fait peur à tout le monde, mais soyez sans crainte, là. Les autos chinoises, qu'on le veuille ou non, que les gouvernements le veuillent ou non, on va le voir sur nos routes,
que ça rentre par la porte de gauche ou la porte de droite, à un moment donné, même avec des tarifs de 100%, à la fin, là, c'est le consommateur qui paye. Ils vont rentrer pareil parce que les prix continuent à descendre de façon exponentielle. Hein? Selon Christophe Freeland, nous sommes en vibe session. Puis tantôt, je vais vous présenter les chiffres du Black Friday. Et ça semble être le cas. Donc, on a une vibe session. C'est rare, je suis d'accord avec Christophe Freeland, là, mais c'est un peu ça. Une vibe session, c'est quoi? C'est que on n'est pas en récession. L'économie va bien, mais on a peur. Hein? On a peur. Et l'épargne, qu'est-ce qui nous dit qu'on est en vibe session? C'est que l'épargne est élevée. Donc, l'économie va bien. Il y a quelques personnes qui perdent leur emploi, mais le taux de chômage est très bas. Le taux d'escompte continue à descendre, ce qui n'est pas bon pour l'économie. Là. Ça veut dire que l'économie va moins bien, mais ces signes-là, ben, quand les taux d'intérêt baissent, c'est que l'économie, on pense que l'économie va moins bien aller, puis il faut la craquer. Hein, c'est ça que Trudeau nous dit. Donc, les mesures Trudeau, les taux d'intérêt qui diminuent, l'épargne qui augmente, fait que les gens sont là, ils attendent, ils sont comme dans un vibe de récession sans l'être. Et de toute façon, je vous en parle régulièrement, je pense sincèrement que les grandes récessions du passé, ça n'existera plus parce qu'on est capable de s'adapter en temps réel. On a déjà les chiffres du Black Friday. Là. Moi, je les ai pour moi, mais donc, ça veut dire qu'on est capable de s'ajuster rapidement. Donc, est-ce qu'on est en vibe session? Peut-être. Hein? Vous savez, en 1970, on a inventé le canola ici. On a fait des recherches, le colza, on l'a mélangé, on l'a amélioré pour être capable d'avoir une huile de canola. Donc, un grain qui produit de l'huile beaucoup plus que le colza de lequel il est dérivé. Et ça a donné le canola Canada Oil. Ben, Heinz travaille maintenant sur une tomate dans le même style, plus de chair, donc plus épaisse, plus de chair et résistant aux sécheresses et aux maladies. Et il semblerait qu'ils ont trouvé. Et un jour, si vous achetez la tomate H2590, ben, c'est ça, ils travaillent là-dessus. Hein, pour en faire encore plus et être capable de pousser dans nos climats. Donc, on va y arriver. Il y a beaucoup de recherches qu'on ne parle pas beaucoup dans l'alimentation. Donc, c'est intéressant quand on voit, comme le canola, c'est immense, là, cette invention-là. Là. Faut le souligner, là, on en exporte en tabarnouche du canola. Strava, est-ce que vous utilisez l'application Strava? Je l'ai déjà utilisé, quand je faisais beaucoup de vélo, je l'utilisais, on peut l'utiliser pour la course. Et tu as des segments que les gens définissent sur les routes et puis là, les gens se comparent. Tu passes sur le segment, tu dis, je suis le king de la montagne. C'était ça au début. Hein, tu montais une montagne et après ça, il y a des gens qui ont fait le parcours, tu descends en montagne le plus vite. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Ils sont faits poursuivre régulièrement. Là, au UK, il y a le parc des rois et il y a une piste cyclable. Et puis il y a beaucoup de gens qui marchent à pied à ce moment-là. Et il y a de plus en plus d'accidents. Puis l'Angleterre a demandé à Strava, enlève la possibilité de faire des segments là. Parce que les gens se blessent des piétons. Puis on dit non, on le fera pas. Donc, regardez, à un moment donné, j'étais peut-être le 100e pour le King de la montagne pour monter le Mont-Royal. Mais il y a un moment donné, ça va, tu travailles fort. Puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, moi descendre le Mont-Royal. J'étais 3e à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps, là. Mais j'étais 3e. J'ai eu tellement peur, là. Hein? J'aurais pu me la péter dans la courbe, là, solide. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Puis il y a des places où j'ai été vraiment imprudent pour être le king de la montagne. Puis j'étais ami avec Sébastien Delorme. Et on faisait beaucoup de vélo. Donc je le textais après. Je dis, va voir mon temps. C'est dangereux. Là, ça devrait revenir juste le principe de base, c'était pour monter les côtes, Strava, parce que sinon, c'est très dangereux. La semaine passée, j'ai été manger au bouillon Albert sur Saint-Denis, au coin de Rachel. Et donc, je me suis stationné sur Saint-Denis. À ma grande surprise, il y avait beaucoup de stationnement. Bon, on était un lundi soir à 6 heures. J'ai trouvé la rue Saint-Denis belle, encore pas mal vide de commerçants. Pas mal vide de commerçants. J'habite Montréal. Montréal ne me fait pas peur pour les stationnements. Je vais souvent au centre-ville en auto. Je sais, je suis fou, mais je suis comme ça. On me veut pas, mais aussi qu'on me veut pas, normalement, j'y vais. C'est comme dans le commerce que je suis. On me voulait pas dans le popcorn, je suis dans le popcorn.
Donc, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour revenir à l'essentiel qui est le commerce. La Ville de Montréal dit, écoute, on a défini les villes avec, c'était, vous le lire, là, c'est un centre commercial avec un stationnement à ciel ouvert. Il dit, les villes ne sont pas ça. Mais les villes, c'est correct si on fait une ville pour les gens locaux, mais ça va à l'encontre de la création de richesse. La création de richesse ne se crée pas lorsque quelqu'un de la rue Saint-Denis vient manger sur la rue Saint-Denis. C'est un commerce local. Où on crée de la richesse, c'est quand quelqu'un de Laval va monter à Montréal. Il va venir dépenser à Montréal au détriment de dépenser à Laval, ou quelqu'un de la campagne va dire « Hey, j'ai entendu parler de tel restaurant, moi y aller ». Y a-tu quelqu'un de l'extérieur de Montréal, quand il parle du plateau de la rue Saint-Denis, qui n'a pas la chienne d'aller se stationner? Oui. Ça fait peur. Moi, je peux y aller en Uber aussi. Donc, vous autres, vous ne pouvez pas vous stationner au 10-30 pour venir manger à Laval, à Montréal. À un moment donné, ça devient une complexité. Et c'est ça qui est dangereux lorsqu'on fait réduire les rues. On fait des pistes cyclables. On fait peur aux gens. Est-ce que la rue Saint-Denis peut redevenir commerciale comme avant? C'est un peu difficile lorsqu'on ne veut pas d'auto alentour. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. L'autre problème que j'ai vu, parce que je passe rarement sur Saint-Denis, c'est que on perd notre temps en auto. Ils veulent pas nous avoir en auto, mais là, on est là en auto. Et on perd notre temps parce qu'on peut pas tourner. La priorité est donnée au vélo. Donc, tu peux attendre 1 minute pendant que la lumière est verte avec une flèche droite que tu peux pas tourner. Quand même qu'il n'y a pas de vélo, tu ne peux pas tourner. Et ça, c'est ridicule un peu parce qu'on dépense du gaz pendant qu'on attend et la fluidité du trafic est pas bonne. Et c'est exactement pourquoi le maire de Toronto a dit, regarde, les pistes cyclables, c'est moi qui vais décider. On va tout enlever ça, là. Donc, à voir, mais tu sais, la Ville de Montréal est tellement pressée de transformer la ville. Tu sais, à un moment donné, il faut y aller avec le temps. Voir. Ça peut prendre 10, 15, 20 ans. Faut que tu laisses le temps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que, tu sais, faut se donner le temps. Elle veut pas se donner le temps. Et ça, moi, je trouve ça dangereux un peu. Il y a des condos maintenant invendus à Montréal. On parle de pénurie de logements, que c'est pas accessible. Ben, il y a 1700 condos, surtout dans le coin de Griffintown, qui sont pas vendus pour 2 raisons. Ben, les taux d'intérêt. Et la deuxième raison, les investisseurs étrangers. C'était beaucoup acheté par les investisseurs étrangers de Griffintown qui le relouaient ou ils le faisaient comme un placement. Maintenant, on les a empêchés et on peut le voir. Montréal est une ville, j'ose pas le dire comme ça, là, mais je vais le dire, une ville pauvre. On a essayé de bâtir un Royal-Mount en pensant que les gens de Montréal étaient pour être bien riches puis étaient pour aller magasiner là. À date, j'ai pas été. Et toutes les vidéos que je vois, que vous mettez sur les réseaux sociaux, ben, c'est tout le temps vide, le Royal-Mount. On peut le voir, les Montréalais n'ont pas les moyens de se payer des condos à 600 000 à Griffintown. C'était les étrangers qui se le payaient. Donc, on a développé une industrie autour de ça et les gens sont pas capables de les acheter. Donc, on est près avec des condos invendus, quand même dans pleine pénurie de main-d'œuvre, de logement. Faut le faire, hein? Et ces condos-là qui sont invendus ne peuvent pas devenir comme logement. Mettons que moi, si je trouve que c'est trop cher, puis je suis un étranger, ben je les achète pas parce qu'un étranger peut le mettre autre à louer que sur Airbnb. Mais il aurait dû juste empêcher Airbnb, mais que les étrangers peuvent l'acheter puis ils peuvent le louer à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se l'acheter. Là, on a 1700 condos qui ne servent ni à la location ni à l'habitation, quand même. Est-ce que Montréal est trop pauvre pour offrir des condos à 600 000? Ben, la réponse est oui. Eh oui. Le pont de Québec pourrait-il être rénové en aluminium? Je savais même pas, moi non plus, que des ponts pouvaient se faire en aluminium. Il y en a beaucoup dans les pays scandinaves. On aime ça les comparer aux pays scandinaves. Ça coûte plus cher, 10 à 15 %. Mais il y a moins d'entretien. Ça rouille pas, l'aluminium. Le pont d'Arvida au Saguenay, c'est pas surprenant, hein, c'est la ville de l'aluminium. Est fait en aluminium. Le problème ici, c'est que les ingénieurs ont peur. Ils connaissent pas ça. Donc, les ingénieurs, là, quand j'ai refait ma maison, vous l'avez déjà vu, peut-être qu'il y a des poutres en métal. J'avais pas besoin d'ingénieur, mais où est-ce que je l'ai acheté, ils voulaient pas me le vendre si j'avais pas des plans de designer, parce qu'ils disent, moi, je te vends pas ça, c'est pour tenir ta maison. Puis ils m'ont dit, ben c'est quoi tu recommandes? Ben, il dit, ça serait un 9 à 8, mettons. J'ai aucune idée de quoi je parle. Là. Quand je parle avec mon coussin d'acier, il me garoche des chiffres comme ça, là, puis je comprends rien, puis je fais semblant que je comprends quelque chose. Salut Bertrand.
Mais il sait que je comprends rien dedans. Là, parce qu'il dans le fond, l'acier, comment ça fonctionne, c'est la grosseur et le poids, je pense, un 12 à 1. Là. C'est quelque chose comme ça. Fait que j'avais demandé, mais j'ai donné moi 2 fois plus gros. Fait que j'ai des poutres immenses ici que j'ai pas besoin autant parce que les ingénieurs avaient peur. Donc, c'est un peu ça qui fait peur au pont. Donc, on a peur. Hein? Les ingénieurs, là, c'est peureux. Des architectes, des arpenteurs, c'est pour ça que les projets n'avancent pas ici, ils ont peur. Ils mettent du buffer, puis c'est pour ça que ça coûte extrêmement cher. On a un ordre des ingénieurs qui sont peureux. C'est ça que ça veut dire. Hey, Blue Sky, je fais une petite parenthèse ici, Blue Sky versus X, parce que vous êtes plusieurs à avoir quitté X parce que vous n'aimez pas Trump puis ni Elon Musk, donc vous quittez. Bon, bye. Vous allez sur Blue Sky, là, vous dites, ben j'ai la paix. Hein? Je vais te raconter quelque chose. Quand je vais dans un party puis il y a 50 personnes, j'essaie de tenir une conversation, je suis pas capable. Quand je m'en vais et j'invite quelqu'un à manger chez moi, puis on est one-on-one, je suis capable d'avoir une conversation. C'est bien évident que Blue Sky n'a pas de bruit encore parce que les gens qui sont là sont juste abonnés. Comme moi, je me suis abonné. Je n'ai pas été voir une seule fois en une semaine. Donc, je ne participe pas à remettre quelqu'un à sa place. Hein? À me faire remettre à ma place. X, il y a des millions, puis des millions, puis des millions. Il y a des bozos, mais il y a bien plus de bozos, je pense, sur TikTok que sur X. Donc, c'est normal. Vous ne pensez pas que c'est mieux Blue Sky. Là. Des coucous, il y en a partout, puis ils vont toujours avoir de la place. Parce que les réseaux ont besoin de ces gens-là. Soyons réalistes, là. Les réseaux ont besoin d'avoir un peu de hate pour que les gens parlent. Tu veux ce que l'autre a dit? Hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Regardez Threads. Ça n'a pas marché pantoute. Et Threads devait être la réponse à X, mais pas du tout. Samedi soir, je me suis fait un masque. Je l'ai gardé pendant 2 heures. On a un nouveau produit qui est le masque capillaire pour les cheveux. Donc, c'est un masque hydratant. Et mes cheveux sont, je fais une parenthèse, là, parce que je viens de me toucher mes cheveux, ils sont tellement doux par la suite. Là. Vous pouvez faire ça 1 fois ou 2 par semaine. Hein. Moi, j'ai tendance, en vieillissant, les cheveux deviennent de plus en plus secs. Je le sais, j'ai déjà fait Big Brother, puis je l'ai découvert là-bas. Je vous amène... Viens, un nouveau jour va se lever. Je vous amène en 1983. Le taux d'escompte à 9,73. Je rappelle qu'il est à 4,25 en ce moment. Là. Peut-être. On est à 4,73. Le PIB en ce moment, il est à la baisse. Au Canada, 1%. Pendant qu'on avait un taux d'escompte à 9,73, le PIB augmentait à 2%. Croissance de 2% au 3e trimestre. Donc, vous voyez, l'économie était chambranlante, là, l'inflation est assez élevée. Mais regardez aussi, le dollar canadien est à 81 cents à ce moment-là. Quand même, hein? 81 cents qui était le dollar canadien en 1983. Il était à 71 cents en ce moment. Puis on va descendre. Et le taux d'escompte, c'est sûr, regardez, le taux d'escompte est élevé. Si on avait des taux d'intérêt de 10%, là, la demande du dollar, elle serait là. Là, nos taux d'intérêt descendent plus vite qu'aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc, la demande, en partant pour les grands fonds, elle n'est pas là. L'autre chose que je voulais vous montrer, parce que c'est là que à peu près dans ce temps-là que j'ai commencé à m'intéresser au code de la bourse. Et voyez ce qu'on devait lire dans le temps, là. Quand même, hein? DRG, je lisais ça, moi. Puis mon premier programme, je l'ai écrit en 1994, je pense. 1990. Justement, je prenais les cas de la bourse comme ça, les entrées, je les faisais dans un programme et j'analysais. Ça s'appelait Bourse Plus, parce que c'était plus que ce qu'il y avait là. C'est pas bien compliqué de donner un nom, là, quand c'est plus, c'est plus. Parler des taux d'intérêt, hein, qui retient les gens d'acheter, mais c'est pas vraiment le taux d'intérêt qui retient d'acheter. Ça, c'est ce que les gens pensent. Le taux d'intérêt est élevé. Un condo à 600 000, quand tu en gagnes 50 000, ça commence à être beaucoup. Tu sais, dans les années 83 même, là, acheter une maison, c'était 3 fois le salaire. Là, tu as besoin de faire à peu près 20 fois le salaire. C'est à peu près ça, le coût d'une maison en ce moment ou d'un condo, c'est 20 fois ton salaire. C'est ça qui est le problème. Les taux d'intérêt, c'est
psychologique, parce que entre 4 puis 3,75, c'est pas une grosse chose et ça se négocie aussi un taux d'intérêt si tu as le cash down. Le problème, c'est qu'il faut ramasser le cash down. C'est pas pour rien que le gouvernement a amené des choses comme le CELIAP pour aider les gens à se mettre de côté et utiliser ça pour se payer une maison. Donc, mais c'est pas les taux d'intérêt du tout. C'est pas le premier critère. Le premier critère, c'est le prix, ton emploi et ce que tu as réussi à te mettre de côté. Tout simplement. Hein? Le groupe TVA. Qui achète des actions du groupe TVA? En achetez-vous, vous autres? Là, un peu, je vous amène TVA. TVA ici. Regardez, hein, TVA qui est à la bourse depuis... là. Qui est à la bourse depuis 1998. Quand même, hein? Il a monté à un moment donné jusqu'à 33 piastres. Et depuis ce temps-là, ça c'était en quelle année? C'était en l'an 2000. Ils ont dû ouvrir une page web à ce moment-là et ça a descendu jusqu'à 10 piastres. Et depuis ce temps-là, depuis l'an 2000, le groupe TVA, maintenant ça vaut 91 cents. La capitalisation boursière du groupe TVA, c'est 40 millions. Je me demande si je ne mettais pas François Lambert à vendre dans 2 ans, là, si j'aurais pas plus que ça. Je pense que oui. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'attend Pierre Calpelado pour sortir TVA de la bourse? Quel est l'avantage de garder ça? Je pense qu'il peut signer un chèque de 40 millions et acheter toutes les actions en circulation. C'est ça que ça veut dire. Si tu achètes toutes les actions, puis il y en a beaucoup lui-même, là, ça lui coûterait à peu près 10 millions sortir ça, puis pas avoir de l'air fou comme ça. Il n'y a aucun intérêt. Je ne peux pas croire quelqu'un qui va acheter des actions du groupe TVA. Qui va acheter des actions du groupe TVA? Quel est l'optimisme dans vous pour dire, moi, je vais acheter ça parce que ça va remonter parce que ça a déjà valu 33. Si vous l'achetez parce que ça a déjà valu 33 il y a 24 ans, vous êtes dans le trouble. Qu'est-ce que vous voyez de positif? TVA Sport, pas rentable. Québécois, tout le reste, tout le groupe congédie de plus en plus, hein, fait de la rationalisation. Donc, je ne sais pas pourquoi ils gardent ça à bourse, c'est gênant, quand même. Hein? Ça donne rien. Ça donne strictement rien avec toutes les règles compliquées, là. Je ne sais pas. Si vous l'avez acheté, si vous l'avez dans votre portefeuille, dites-moi pourquoi. Dis-moi. Mais pendant que je suis là, tiens, je vais vous montrer Hot Potato. Hot Potato, je vous rappelle que c'est une façon d'investir. Il y a le Couch Potato qui consiste à mettre de l'argent dans le S&P 500. Tu fais ça, tu ne regardes pas pantoute. Le Hot Potato fait que tu regardes 4 fonds différemment. Le premier, tu regardes les actions canadiennes, les actions américaines, les actions internationales et les obligations. Et je parlais avec un ami banquier l'autre jour, puis il me disait que ça serait bien d'avoir, tu devrais avoir moins d'actions dans ton portefeuille quand je parlais de ma composition. Moi, je suis 100% actions. Et il me dit, ouais, mais des fois que ça plante, tu pourrais prendre un peu plus d'obligations. Bien, regardez, la bourse, depuis un an, entre le 30 novembre 2023 et 30 novembre 2024, la bourse américaine, dans le fonds ZSP, a rapporté du 43,37 %. Les obligations, 6,25 %. Le Hot Potato veut que tu mettes tout ton argent dans un seul fonds. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, là. Et tant que celui-là est le plus élevé en pourcentage. Donc, tu ne vérifies pas ça, c'est Hot Potato comparativement à Couch Potato. Tu ne regardes pas ça régulièrement tout le temps, mais tu regardes ça une fois de temps en temps. Encore ce mois-ci, ben, ça aurait été le ZSP si tu avais de l'argent à mettre dedans. Maintenant, mettons qu'il tombe. OK? Moi, j'en ai mis dans le ZSP. Mettons que la bourse tombe. Puis j'étais 100%. Elle va tomber combien? De 20%? Je suis encore en avance sur les obligations. Tu sais, il faut prendre pour acquis, hein, puis il faut accepter que la bourse, il y a des hauts et des bas. Il va en avoir un bas, ça va prendre entre 49 et 78 jours, dépendamment du pourcentage, pour que ça revienne à la normale. Mais si tu es dans un fonds, ben, tu vas le récupérer. Si tu es dans différentes compagnies, ça se peut que ta compagnie elle récupère pas. Je le sais qu'en ce moment, perso, je pense qu'on roule dans le gras. Donc, je m'attends à une petite débarque éventuellement. Quand? Je ne sais pas. Mais
c'est plus rentable de garder notre argent dans le ZSP et ne pas avoir de fonds d'obligation, puis de faire le switch, sachant qu'en ce moment, on est dans le gras un peu, mais le gras peut durer longtemps. Et longtemps, hier, je vous ai présenté une compagnie qui s'appelle comment? FICO. FICO, qui rapporte du 40% sur 10 ans. Quand même. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire pour le passé. Mais la bourse américaine nous rapporte du 10%. 43%, c'est excellent. Ça arrive. Ça arrive aux 5 ans que la bourse nous donne un tel rendement en haut de 25%. Quand même. Hein? Yield Star, ça fait le tour des journaux en fin de semaine. Une application basée sur l'AI qui aide les propriétaires à fixer le prix des loyers. Là, le monde capote. La collusion. Hein? La collusion. Et pourtant, on l'a pour les locataires. Ils ont la régie du logement qui aide à dire, ben regarde, tu as le droit à 4% ou quoi que ce soit. Et là, partout dans le monde, en tout cas aux États-Unis et au Canada, c'est là que l'application est, ça, ils se font poursuivre pour collusion. Mais tu sais, sincèrement, c'est quoi la différence d'avoir une application qui va dire, ben, ton voisin à côté charge 1000$, donc toi, t'es un petit peu mieux, tu peux charger 1001. Ou une gang de propriétaires qui s'en vont dans un 5 à 7 puis ils se disent, comment tu charges, toi? 1000$. Ah, ouais, ok, moi, je viens de rénover. Ben oui, charge donc 1001. Tu sais? Quelle est la différence? Vous allez me dire, les deux, c'est de la collusion. Mais les deux aussi, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Puis de toute façon, pour voir si le propriétaire qui veut fixer son loyer appellerait pas à côté pour dire « Hey, j'aimerais ça m'acheter un condo, tu loues combien? Hein? » Vous voyez, ma phrase a une erreur. Hein? J'aimerais ça m'acheter un condo, tu loues combien? Moi, ça me fait rire, moi, quand on poursuit des choses comme ça, parce que, tu sais, le propriétaire, à la fin, c'est des outils. Hein? Des outils. Soit qu'il prend la méthode ancienne, soit qu'il prend l'application, vous dites, donne-moi donc, alentour de moi, c'est quoi le prix des loyers? Donc, ça me fait rire un peu, mais c'est ça. Nos échanges avec les États-Unis, hein? Je vous montre ça. J'étais un peu surpris. Qu'est-ce qu'on exporte aux États-Unis? La Colombie-Britannique, l'Alberta, le Saskatchewan et Terre-Neuve, on exporte du pétrole. L'Ontario exporte 70 milliards d'autos, des pièces d'auto. Le Nouveau-Brunswick aussi du pétrole. La Nouvelle-Écosse, des pneus. Le Nouveau-Scotia, des pneus. L'île du Prince-Édouard, ben, des patates. Nous autres, l'aluminium, pour 10 milliards. Les États-Unis, l'Ontario, 70 milliards d'autos. On fait figure de parents pauvres. Hein? Tout le monde a du pétrole qu'on exporte, sauf nous autres. On est tata. Je suis pas pour le pétrole, mais regardez, les États-Unis ont besoin de pétrole. C'est épouvantable. Le Manitoba, c'est des médicaments. J'ai essayé de voir quel médicament qui était fait là-bas, puis il en exporte pour 2,4 milliards, mais voyez comment on n'est pas riche, le Québec. Hein? Notre plus grosse exportation vers les États-Unis est seulement de 10 milliards. Pas beaucoup, là. On pourrait exporter plus de sirop d'érable, mais il y a une gestion de l'offre ici. Fait qu'on se limite l'offre. On ne pourrait pas en avoir pour 10 milliards, là, mais on pourrait en avoir plus, mais on limite le nombre de producteurs qui peuvent être ici. Donc, on se limite un peu dans le pied, mais il y a un problème. Le Québec devrait exporter tellement de lait aux États-Unis, comme la Nouvelle-Zélande le fait à partir du monde. L'agriculture devrait être au premier plan, pas l'aluminium. On ne parle pas de l'aluminium à tous les jours ici, mais on parle de l'agriculture à tous les jours. Mais pas là. Il n'y a aucun... il y a le canola qu'on exporte beaucoup, là, mais le pétrole le dépasse de beaucoup. Mais l'agriculture, étant donné qu'on n'a pas de pétrole ici, on devrait avoir l'agriculture. Nos mines, il y a juste l'aluminium. Avant de penser à un Québec souverain, excusez-moi, merci beaucoup. Avant de penser à un Québec souverain, il me semble que la première chose, tu crées de la richesse. Dépendre d'un seul grand pilier. Il y en a d'autres, là, mais dépendre d'un seul, c'est quand même risqué un petit peu. Hein? Les ventes du Black Friday, on n'a pas terminé, il reste encore le Cyber Monday qui est aujourd'hui, mais les ventes du Black Friday ont été en augmentation de 10% en ligne aux États-Unis. On a accès maintenant, parce que c'est pour ça que je vous dis, j'ai moins peur d'une récession parce qu'on a accès en temps réel.
Moi, j'ai accès en temps réel à mes chiffres, mais toutes les plateformes, Shopify peut dire voici le nombre d'augmentation de ventes cette année par rapport à l'année passée. C'est facile d'avoir ça en temps réel, ils nous le donnent, donc ils peuvent le faire pour tous les sites. Il y a Salesforce, puis il y a tout un paquet de logiciels qui ont ça. Donc, aux États-Unis, une augmentation de 10,2% en ligne, les ventes, pour 11 milliards ou 18 milliards. 0,7 en magasin. Donc, les gens achetaient plus en ligne qu'en magasin. Ici au Canada, on fait partie des moins 6% par rapport à l'année passée. Il y a des discounts de moins. Il y a moins d'aubaines cette année au Canada, de moins 11%. Peut-être qu'il y a bien des gens qui sont comme moi, qui n'en offrent pas parce qu'on pratique des prêts à l'année. Et il y a aussi la foutue Vibe Session. Aux États-Unis, ils viennent de mettre un nouveau président au pouvoir. Tous les rêves sont permis. Nous, on est en fin de mandat avec quelqu'un qu'on ne fait plus confiance puis qui nous a endettés beaucoup. Bien, vous voyez comment ça fait la différence. Et les gens épargnent, ce qui n'est pas rien mal pour l'épargne, mais l'épargne est contre-productif. Ben, je m'excuse, j'aurais dû mettre mon téléphone sous silence. Je m'excuse, je ne veux pas y toucher, j'ai pas de bousiller. Donc, mais ça, hein, c'est facturé quand on dort. Voici les gens qui nous font confiance quand même que j'ai pas la face dans l'écran en direct en ce moment. Donc, voilà. Il y a une super entrevue de Lex Fridman sur YouTube. J'ai pas la patience de l'écouter pendant 2 heures, donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de ça. Et une des choses qui sort de cette grande... Javier Milei, qui est le président de l'Argentine, et une des choses qui sort de cette entrevue-là, qui est intéressant, il dit, écoute, ben, les fonctionnaires, c'est une taxe à la productivité. Il faut couper ça. C'est une autre taxe. C'est un impôt qu'on paye. Hein? Et quand on voit le nombre de fonctionnaires qui augmente partout au Canada, on est rendu 1% quand on englobe l'ensemble des services qu'on nous offre. Bien ça, c'est une taxe contre la productivité. Cet argent-là qu'on envoie pour des services qu'on n'a pas besoin ou des services mal gérés, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour nous et qu'on n'a pas pour créer de la richesse. On pèle de la richesse vers une taxe qu'on n'a pas besoin. Lui a coupé la moitié des fonctionnaires. Quand tu veux faire un ménage, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir Elon Musk, qu'est-ce qu'il va faire, parce que c'est un ami d'Elon Musk, ils pensent pareil les deux. Je pense un peu pareil comme eux autres. Moi, vous dire, là-dessus, là, à un moment donné, il faut que tu dises, regarde, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis t'attends pas des grandes réformes. Si tu veux faire quelque chose, tu coupes en premier, tu analyses après. Ici, on analyse et finalement, on fait rien. Donc, la méthode de Javier Milei, qui est sauvage un peu, ben, semble fonctionner parce que c'est la première fois que le pays, il y a la pauvreté qui a augmenté. À court terme, là, c'est catastrophique. Là. Mais l'inflation a diminué de beaucoup et de beaucoup. Donc, c'est intéressant. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Et je pense que les États-Unis, en 2025, vont voir des choses comme ça qui vont se faire couper aussi drastiquement. Colette a un nom. Elle s'appelle Édouardina Lesage. Je me demande si c'est pas parent avec mon ami Robert Lesage. Colette, c'est le courrier de Colette dans la presse qu'on parle encore aujourd'hui, qui était là de 1903 à 1956. Quand même, hein? Et c'était le Google. Il n'y avait pas de Google. Donc, quand les gens avaient une question à demander, Colette, à quelle température je devrais mettre le poêle pour mes oignons? Ben, elle répondait. Qu'est-ce que je devrais faire avec mon mari qui me trompe? Hein? Dans 1903. Elle s'appelait Colette et c'était un service presque essentiel dans la presse. Quand même, hein? On connaît presque Colette. Elle a été remplacée, Colette, par une dame, une jeune dame qui aujourd'hui a 100 ans, 99 ans ou 100 ans, Jeannette Bertrand. Donc, voilà. Hein? Est-ce que vous ronflez ou vous faites de l'apnée du sommeil? Si oui, ben, il y a une étude mondiale avec 400 000 participants qui ont analysé qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et une des choses qui est venue qui a sorti de ça, les gens qui mangent du cheddar, du manchego, du gorgonzola, ronflent moins, ils font moins d'apnée du sommeil. Quand même. Ça se peut qu'ils pètent, par contre. Si tu manges du fromage, moi, si je mange du fromage avant de me coucher, je prends pas ma petite pilule, ça va, l'intolérance au lactose est présente, hein? Fait que, ça se peut que tu ronfles pas, ça se peut que tu fasses autre chose. Et finalement, imaginez-vous, Michael Schumacher, l'ancien coureur automobile qui a eu un accident de ski, on ne l'a pas vu depuis 2013. Hein? Et son ancien bodyguard fait du chantage avec la famille, il a pris des photos. Il a dit,
Donne-moi 12 millions. Si tu ne me donnes pas 12 millions, je mets les photos sur le dark web. On l'a jamais revu, hein? On l'a jamais vu dans son état végétatif, comme il est. Et lui, elle veut leaker les photos. Mais d'après moi, il va y vendre un tabloïd anglais, là. Fait que, il va savoir son 12,5 millions à suivre. On va suivre ça de près. Ça change, je vous le dis. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. J'ai encore un autre 40 minutes. Trop parlé. C'est pas grave, il y a des chapitres. À Montréal, je peux pas. Ma console arrête à 37 minutes. Ici, la console arrête quand je décide d'arrêter. Passez une belle journée. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one. Faites sonner ça. Hein? Merci.